Bien, alors on s'était arrêté lors de la dernière vidéo sur la politique culturelle qui était mise en valeur par la France hein, pour développer son influence et pour rappeler l'influence qu'elle avait eue au cours de l'histoire, hein, que ce soit en Europe et dans le monde. Cette influence culturelle, je vous ai dit, qui perdurait également par le biais de la francophonie au sein des anciennes colonies françaises qui avaient accédé à l'indépendance, mais qui gardent un lien culturel fort avec la France, simplement du fait déjà que ce sont des pays francophones et que souvent dans ces pays le français fait office de langue nationale dans des pays parfois où les langues d'ethnie sont extrêmement nombreuses, je pense notamment à l'Afrique. Donc ça a permis d'entretenir des liens culturels. Et puis la création d'un ministère de la culture, hein, qui s'appelait à l'époque un ministère aux affaires culturelles, surtout qui est confié à un tel personnage qu'André Malraux, montrait que le général de Gaulle qui était un personnage extrêmement cultivé, hein, qui donnait beaucoup d'importance aux livres et aux lettres et à l'histoire de France, montrer quelle place il voulait donner à la culture française et au rayonnement de cette culture à travers le monde. C'est sous De Gaulle également que un des nouveaux médias qui a fait son apparition et que De Gaulle savait très bien se servir, hein, qui était la télévision, eh bien, les médias audiovisuels vont être étroitement contrôlés à l'époque, et ils sont contrôlés par le gouvernement et au sein de ce qu'on appelle l'ORTF. Donc, vous avez ici le logo, hein, ORTF, qui voulait dire l'Office de radio diffusion télévision française. Donc en quelque sorte, il dépendait du gouvernement et comment dire, les émissions, les films qui étaient diffusés étaient soumis à ce qu'on appelle la censure. Donc il n'était pas question d'avoir des films ou des émissions qui allaient à l'encontre du pouvoir. Et lorsqu'il y avait des interviews du président, eh bien évidemment, les interviews, bon, vous allez me dire, c'est souvent toujours le cas aujourd'hui, mais étaient préparées, hein. Le président savait déjà les questions qui allaient été lui posées, il avait déjà préparé ses réponses, et donc on était dans une télé qui était loin d'être aussi libre qu'aujourd'hui. Même si, encore une fois, je vais mettre des guillemets, puisque vous savez que la plupart des grands groupes aujourd'hui audiovisuels appartiennent à des personnages qui sont extrêmement puissants, extrêmement riches en France. On peut penser à Bolloré pour Canal+, par exemple, ou Martin Bouygues pour TF1, et que du coup, finalement, l'indépendance de ces chaînes est plus que discutable, et on a pu s'en apercevoir à l'occasion des fameux dîners clandestins qui ont défrayé la chronique cette semaine, où un certain nombre de personnages haut placés sont susceptibles d'avoir été aperçus. Et bien souvent, on s'est aperçu que les chaînes de télévision, surtout si elles avaient des membres qui avaient participé à ces dîners clandestins, évitaient de répercuter cette information. Ce qui montre qu'il y a une forme de censure et que évidemment que les chaînes de télévision, on l'a vu avec certains journalistes qui se sont fait licencier de Canal+ pour avoir un petit peu critiqué la politique de leur chaîne. Évidemment que quand votre chaîne appartient à un riche milliardaire, eh bien, vous n'allez pas le critiquer ni critiquer la politique qui est menée dans ces entreprises, par exemple. Sinon, évidemment, c'est un peu vous tirer une balle dans le pied. Bref, ce petit aparté étant fait, qui m'appartient évidemment, hein, vous n'êtes pas obligé de partager mon opinion. Je reviens à mon cours et donc au fait que sous le général de Gaulle, cette politique de l'État entrepreneur, de l'État qui intervient dans l'industrie, de l'État qui veut développer la politique culturelle, de l'État qui favorise le développement d'Airbus, de Boeing, qui planifie la production industrielle, eh bien cet État va accroître ses missions et il va étendre ses missions à de nombreux secteurs. Par exemple, dans le domaine de la santé, c'est à l'époque du général de Gaulle que vont être créés les CHS. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un CHS? Eh bien, ce sont les centres hospitaliers universitaires euh, par exemple, le CHU de Limoges est un centre hospitalier universitaire. Ils sont créés, ces CHS, dès 1958. Vous avez également l'aménagement du territoire.
qui va être développée, avec la création de la DATAR, hein, délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui est créée, pardon, délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui est créée dès 1963 et qui vise à réduire les inégalités du territoire français et donc à favoriser le développement des territoires qui sont plus en difficulté. C'est à cette époque également que l'État va contribuer à la construction d'autoroutes, d'aéroports comme Roissy. Vous savez, le fameux Roissy, comme nom, on lui a donné exactement Roissy-Charles de Gaulle. C'est pas un hasard, c'est parce qu'il a été construit à l'époque du général de Gaulle. On construit également des canaux comme le canal Rhin-Rhône qui permet de développer la circulation fluviale entre le Rhin et le Rhône. C'est également à cette époque qu'on va développer ce qu'on appelle les grands ensembles. Alors à l'époque, eh bien ces grands ensembles, ce sont des habitats extrêmement modernes qui accueillent plutôt des classes moyennes, hein. Nous sommes à l'époque du baby boom, hein, donc il y a beaucoup de couples avec enfants qui ont besoin de logements à l'époque modernes. Et ces grands ensembles, ben, ce sont devenus aujourd'hui, 50 ans plus tard, ce qu'on appelle ben, nos cités, nos zones urbaines sensibles, nos quartiers prioritaires, des quartiers plutôt qui ont une mauvaise réputation, où on voit souvent les reportages 90 minutes enquête, trafic de drogue, etc. Eh bien, dites-vous qu'il y a 50 ans, c'était des quartiers ultramodernes. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, quand on parlait Val-de-Laurence, La Bastide, à Limoges, c'était des quartiers tout modernes avec des appartements tout modernes. Et puis, vous voyez comment en 50 ans, ils se sont dégradés pour devenir des ghettos qui accueillent des populations plutôt pauvres. Mais c'est à cette époque, en tout cas, qu'ont été développés les grands ensembles dans la plupart des grandes métropoles françaises, et donc y compris à Limoges. On développe également le tourisme balnéaire avec la construction de stations balnéaires ex nihilo par une mission qui s'appelait la mission Racine, hein, du nom d'un fonctionnaire qui a été chargé de mettre en place cette politique, hein. Il fallait capter les flux de touristes qui passaient le long des côtes françaises et notamment les longs des côtes du Languedoc-Roussillon pour se rendre en Italie ou en Espagne, mais en fait qui ne s'arrêtaient pas sur les côtes françaises parce qu'il n'y avait pas forcément les infrastructures, notamment hôtelières, les plages aménagées, et donc ont été construits un peu moins d'une dizaine de stations balnéaires, donc construites à partir de rien, comme la Grande Motte, avec ses célèbres pyramides d'immeubles d'habitation, dans une zone qui avant était une zone marécageuse, hein, où sévissait encore la malaria, qui était infestée par les moustiques. Eh bien, on a aménagé ces zones pour capter les touristes et donc pour développer le secteur du tourisme et donc créer des emplois et de la richesse pour la France. Donc ça, ce tourisme balnéaire a été développé dans les années 60 par la mission Racine. Et puis par le biais du plan neige, eh bien ça a été l'équivalent pour la montagne. Cette montagne qui était un peu en déshérence, qui était un peu en déprise, avec une population qui vieillissait, les jeunes qui partaient travailler dans les vallées, qui ne revenaient pas, des emplois qui disparaissaient, avec de moins en moins de paysans, eh bien on a profiter de ce qu'on appelle l'or blanc, c'est-à-dire la neige, pour développer les sports d'hiver et encore une fois, donc pour créer de l'emploi, de la richesse. Donc tout cela, vous voyez, ce sont les faits de cette politique des années 60, de la Ve République, de l'État entrepreneur sous le général de Gaulle, qui a contribué donc à moderniser le pays et à faire vraiment basculer la France dans la modernité. Donc on peut dire, pour résumer, que pendant les années de Gaulle, eh bien, la France s'est enrichie et elle est entrée dans l'ère de ce qu'on appelle la société de consommation. Société de consommation qui est illustrée par ces diagrammes, hein, issus du livre scolaire, hein, qui vous montrent par exemple la croissance du nombre de voitures produites. On est passé de 1 million en 1958 à 3 millions en 1971, donc en à peine 13 ans, 3 fois plus de voitures ont été produites. Le gaz naturel et le pétrole dans le mix énergétique, c'est-à-dire dans la part de l'énergie française, a énormément progressé également par rapport à l'énergie traditionnelle qui était le charbon. La production industrielle, vous voyez, également a progressé. Le nombre de tracteurs en milliers, ça a été une évolution énorme, hein. On est passé d'à peine 100 000 en 1948 à près de 1 million en 1965. Donc en à peine 17 ans, il y a eu 10 fois plus de tracteurs. Vous voyez que ça a été une période, comme je vous ai dit, qui a été marquée par des records de naissance, hein. On est passé on a vu également une explosion, hein, d'accès à des services, du moins à des biens de consommation modernes, comme, je sais pas moi, le machine à laver le linge, le lave-vaisselle, le réfrigérateur, etc., qui ont fait petit à petit leur
apparition et qui ont contribué à faire entrer la France dans ce qu'on appelle la société de consommation. Euh, et la France va connaître à cette époque, du fait de tous les aménagements, de toute la politique industrielle, touristique développée par la Ve République, une très forte croissance de son produit intérieur brut, c'est-à-dire que la France s'est considérablement enrichie. Et donc cette croissance est la conséquence d'une politique ambitieuse. Mais bon, il faut quand même pas non plus trop s'emballer, hein. La France a aussi profité de la reprise économique mondiale qui a eu lieu un peu partout dans le monde, hein, durant cette période qui a duré d'à peu près de 45 à 1973, qu'on a appelé les 30 glorieuses, parce que ça dure à peu près 30 ans. Et cette politique a touché la plupart du moins cette croissance économique a touché la plupart des pays développés, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie. Donc on ne peut pas dire que c'est uniquement la conséquence de la politique menée par la Ve République et par le général de Gaulle. Donc, pour conclure, ce chapitre 3, hein, on peut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, de laquelle la France est sortie meurtrie, hein, vous le savez, le pays a perdu en une quinzaine d'années ben, la majeure partie, presque l'intégralité de son empire colonial. Donc, elle a été reléguée au rang de puissance secondaire, d'autant plus qu'on était dans un monde bipolaire qui était dominé par les deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS. Cependant, on l'a vu aujourd'hui, hein, la France reste une grande puissance grâce notamment à la bombe atomique qu'elle possède depuis le début des années 60, grâce aussi au fait qu'elle a obtenu un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, aux côtés de la Chine, du Royaume-Uni et des deux super grands. Également du fait que la France a un rôle majeur dans la construction européenne. Donc tout cela fait que la France, si elle n'est pas l'un des deux super grands, reste une puissance majeure et une puissance qui compte. Sur le plan plus intérieur, la décolonisation, on l'a vu, a divisé considérablement les partis politiques français, hein, notamment sous la Quatrième République, ce qui a favorisé une instabilité chronique avec plus de 24 gouvernements qui se succèdent en 12 ans, et ce qui va aboutir finalement à la chute de cette Quatrième République avec la question algérienne qui va déchirer véritablement l'Assemblée. De Gaulle est de retour au pouvoir en 1958, vous le savez, et il va mettre en place un nouveau régime plus présidentiel, un exécutif fort qu'on va appeler la Ve République. Et De Gaulle, qui a une certaine idée de la France, c'est son expression, va promouvoir l'indépendance nationale vis-à-vis des blocs et, quand je dis blocs, hein, bloc de l'Ouest, bloc de l'Est évidemment, et il va promouvoir également la modernisation du pays, ce qu'on vient de voir au cours de ce cours. Notre pays s'enrichit considérablement et profite pleinement donc de cette époque dite bénie, hein, qu'on appelle les 30 glorieuses, qui fait entrer les Français de plein pied dans la société dite de consommation. Voilà, on en a fini aujourd'hui. On en a fini pour l'histoire. On va rebasculer lors du prochain cours sur le thème 2 de géographie. Eh bien, j'espère vous retrouver en forme après les vacances. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Je vous souhaite de bonnes vacances. Prenez soin de vous. Et puis à très bientôt. Au revoir, les terminales.